et que vous avez commencé une bonne semaine et que malgré le fait que vous ayez commencé une bonne semaine, que vous aussi, vous vouliez ne pas mourir bête. Parce que je dis toujours, c'est mon slogan du futur payant, ne pas mourir bête. Alors on est dans la géopolitique, spirituelle et technologique. Et les gens qui sont en train de m'appeler maintenant, pour me demander ça commence à quelle heure. Bon, je vais répondre à travers le tchou. Je ne suis pas disponible. Je passerai ce que j'ai à la fin par rapport à ce qui a lieu d'être. Mais aujourd'hui, on est dans la géopolitique des spirituels et technologiques. Et comme d'habitude, il faut toujours qu'on définisse, qu'on prédéfinisse ce que nous entendons, ce que j'entends par la géopolitique spirituelle et technologique. On doit tous apprendre cela. Et avant qu'on commence, même si je vais le répéter, parce que j'aime répéter les choses pour me rendre un peu éligible, c'est le fait de toujours vouloir apprendre quelque chose. Je pense que notre cerveau doit être apte ou habilité, surtout que ce n'est pas que la décoration, que ces milliards de neurones sont dans nos cerveaux. Milliards de neurones. Il ne faut pas que ça serve seulement à regarder les choses, entendre des choses qui sont incongrues. Bon, la géopolitique spirituelle des technologies. On va segmenter notre topo d'aujourd'hui en deux. On va parler de la géopolitique des technologies, c'est-à-dire l'intelligence technologique et géopolitique spirituelle. On va essayer de mélanger et on va certainement, une fois de plus, sortir avec, j'espère, une meilleure vue du monde qui n'est pas dans une perception, mais naturellement dans une perception. Alors, géopolitique, comme je l'ai défini au départ, géo en latin ou en grec, peut simplement dire terre. Ok? Politique ou police, ça veut dire la ville, la gestion de la ville. La gestion de la ville. Celui qui gère la ville, c'est un leader. Donc, quand on parle de géopolitique, c'est des frontières ou des territoires gérés par des hommes qui contiennent une population. C'est la géopolitique. Et on s'intéresse à la géopolitique quand ce géos a les hydros, quand ce géos a des propriétés matérielles importantes pour attirer l'attention de la population. C'est-à-dire, toujours en définition, on a une très belle discussion qu'on aura aujourd'hui. Je pense que tout le monde ici va sortir comme un génie. On parlera de génie tout à l'heure. Et pour qu'une terre puisse être attractive, on peut parler au désert. N'oublions pas que le désert au nord du Tchad, au nord du Mali, c'est un désert, un kilomètre, milliers de kilomètres. Ok? Centaines de kilomètres. Et ce lieu désertique ne sert à rien. Parce que la population ne va pas vers là. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de ressources pour que quelqu'un puisse y aller. Ceux qui y vont, ils ont des raisons de trafic de drogue. Parce que vous devez le savoir. Depuis le Mexique au Brésil, c'est l'endroit idéal pour que les avions accostent en plein désert et perpétuent le plus gros trafic de drogue subsaharienne. Vous le savez, vous ne savez pas, vous le savez aujourd'hui. Mais les régions les plus prisées, c'est les régions où il y a de l'eau. Les régions les plus prisées, c'est là où il y a la forêt, là où il y a les mines, là où il y a les ressources pour que l'homme puisse vivre. Alors que je vais subdiviser notre discussion aujourd'hui en deux parties. L'intelligence, la géopolitique de l'intelligence et la géopolitique spirituelle. Je vais les subdiviser en deux. Vous savez, la Terre n'est pas proportionnellement divisée. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui ont beaucoup plus de ressources que d'autres. Ok? Il y a des régions de la Terre qui ont beaucoup plus de ressources minières que d'autres.
Et forcément, ceux qui n'ont pas la ressource minière, que font ces nations? Comment font-elles pour se développer? C'est là qu'on parle de la géopolitique de l'intelligence. Ok? Parce que c'est de là qu'on va peut-être entrer dans la biotech. Ouais. Les pays d'Europe de l'Est n'ont pas autant de ressources que l'Afrique. Les pays d'Europe de l'Est, à part la Russie et la Chine, dans l'extrême-orient, n'ont pas autant de ressources matérielles. C'est-à-dire, on peut trouver le bauxite, on peut trouver l'or, etc. dans le sol. Ou bien du pétrole, n'ont pas autant de ressources que l'Afrique. Mais la Russie est très riche en ressources. La Chine aussi est très riche, dû à leur superficie extraordinaire. Mais quand on met le curseur, on va comparer la géopolitique ici, quand on met le curseur en Asie, entre l'Asie et l'Europe, on appelle ça l'Eurasie, c'est là l'endroit pour lequel il y a le plus de population, plus superficie petite. C'est-à-dire, on a la Chine, on a l'Inde, on a l'Europe. Quand on trace un cercle, c'est là où, par kilomètre, on a beaucoup plus de population. Forcément, quand il y a beaucoup plus de population, c'est qu'il y a le commerce. On doit se poser la question, est-ce que dans cette route-là, c'est dans ce lieu géographique, il y a des ressources ou non? Comme je disais au préambule, il y a des parties de la Terre qui n'ont pas autant de ressources minières que d'autres. Et ces pays, donc, ont su développer ce qu'on appelle l'intelligence géopolitique. C'est-à-dire, on n'a pas de ressources, mais on développe la technologie. On n'a pas de ressources, mais on développe la technologie. Parce que avoir de la ressource ne veut pas forcément dire être un pays puissant. Mais c'est malheureusement avoir la technologie qui te rend un pays puissant. On est ensemble. C'est-à-dire, quand on voit les pays d'Asie, de l'extrême Asie, à part la Chine, on voit que la Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, l'Indonésie, Taïwan n'ont pas de ressources, mais ont la technologie. Parce qu'il faut savoir, au XVIIe, XVIe siècle, Taïwan et la Thaïlande, et il n'était que des endroits pour accoster pour atteindre la Chine. Ce n'était que des ports pour atteindre la Chine. Right? Mais au fur et à mesure où ils ont compris qu'ils n'ont pas de ressources, ils ont développé autre chose. L'intelligence technologique. Si on voit en Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, la Grèce, ils n'ont pas autant de ressources que l'Europe de l'Est extrême, c'est-à-dire la Russie. Mais ils ont développé la technologie. Si on voit en Afrique, on a toutes les ressources, mais on ne développe aucune technologie. Comme je dis encore, et je voulais parler de l'armement. On va parler de l'armement aujourd'hui parce que c'est un sujet pour lequel il faut qu'on ait aptitude. L'armement sous deux formes. Je reviendrai dessus. Mais ici, ce qu'il faut dire en préambule, c'est le fait que les nations d'aujourd'hui émergent à travers la technologie. On a touché toutes les technologies à ce passé. On a touché la technologie mécanique, etc. Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails, mais je vais entrer dans les détails biotechniques qui différencient les pays puissants et les pays PPT. Pays très endettés, vous savez. Alors ici, la Corée du Sud, le Japon, n'ayant pas de ressources, à part, la seule ressource qu'ils ont, c'est la matière grise. La seule ressource qu'ils ont, c'est la matière grise. C'est-à-dire la capacité de développer leur intelligence pour apporter le marché vers eux. Et aujourd'hui, ces nations sont les top 10 nations les plus riches du monde. C'est Taïwan, c'est les semi-conducteurs, c'est les transistors. Le Japon et la Corée du Sud, c'est eux qui produisent toutes les voitures que vous utilisez aujourd'hui. Vous savez que Toyota, Honda, Hyundai, Honda, Mitsubishi, toutes ces firmes, elles sont coréennes et japonaises. Ensemble, les téléphones que vous avez, les Samsung, etc., ils sont coréens et japonais. C'est d'abord important de le dire. Mais ils n'ont pas de bauxite, ils n'ont pas de métaux. Mais ils ont su développer une intelligence pour être une puissance mondiale. Aujourd'hui, tout le monde conduit la Toyota.
on ne se pose pas qui produit la Toyota. La Toyota est numéro 1 en Afrique. Okay? Tout le monde produit les Toyota. On ne se pose pas la question qui produit les Toyota. Est-ce qu'ils ont les ressources pour produire les Toyota? Ils n'ont pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40, 50 ans, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces pays étaient plus pauvres que nous. Mais ils n'avaient pas de ressources. Comment ils ont fait? Ils ont développé l'intelligence géopolitique. Nous, on n'a pas de ressources, mais on a l'intelligence. On vient acheter le matériel avec vous et on développe notre peuple. Et on devient plus riche que vous et on vous donne les aides après. Parce qu'aujourd'hui, on part en Corée du Sud, on part au Japon pour les aides, alors qu'ils n'ont pas de ressources. Ils ont su développer l'intelligence technologique. On va toucher la biotech aujourd'hui, parce que je ne veux pas être très long dans la biotech, parce qu'on peut apporter beaucoup de confusion, mais il faut qu'on touche la biotech. Donc on a vu la semaine passée, dans cette géopolitique spirituelle des technologies, le fait que la Grande-Bretagne, les États-Unis ont su dominer le monde et dominent encore aujourd'hui à travers leur technologie. Mais ces pays n'ont pas de ressources comme les nôtres. La Grande-Bretagne n'a pas de ressources. Elle est obligée de venir en Afrique, en Inde, pour puiser des ressources. Les États-Unis n'ont pas autant de ressources que nous. Parce qu'on oublie que la Californie, la Silicon Valley, qui est l'endroit la plus tech au monde, c'était les endroits où on cultivait les champs. Ok? Mais aujourd'hui, c'est une partie du monde qui a le budget de la plupart des pays d'Afrique. Mélangé, hein, que tu prends toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest qui mélange, ce n'est pas le budget d'Apple. Mais ils n'ont pas de ressources. Ils ont besoin de ressources en Afrique pour se développer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle. Comme je dis, le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas intéressés par les choses qui rendent intelligents. Ils sont intéressés par ce qu'on parlera tout à l'heure. Donc naturellement ici, il faut qu'on entre dans le domaine de la biotechnologie. C'est quoi la biotechnologie? Biotechnologie. Ça veut dire, en français facile, la méthode biologique d'être le plus efficace. Je fais le français facile. La méthode biologique ou moléculaire d'être le plus efficace ou le plus efficient. Biotech. Vous savez, le taux de mortalité avant les années 16, 1700, c'était de 40 ans. On est ensemble? Le taux de mortalité. En fait, quand tu as payé 45 ans, dans les années 1500, 1600, c'est que tu étais trop fort. Parce qu'il y avait trop de maladies. Et les maladies décimaient les populations. Mais, dès le 17e, 18e siècle, on a commencé à découvrir beaucoup de vaccins, biotechnologie. Dès le 19e siècle, on a entré dans la biotechnologie, la nanotechnologie au 20e siècle. On a entré dans la biologie synthétique. C'est-à-dire comment synthétiser les molécules chimiques pour avoir des produits pour prolonger la vie. On est ensemble? Parce que les médicaments aujourd'hui prolongent la vie. Est-ce qu'on comprend? Quand tu prends les antipallidaires, c'est synthétique. Ok? C'est-à-dire, c'est des procédés synthétiques qu'on utilise. Où on synthétise les molécules. Aujourd'hui, tu prends cela, le palu qui est supposé te tuer, ça ne te tue plus, tu prolonges la vie. Donc, dès le 19e, 20e siècle, les biologistes, ou ce que vous appelez aujourd'hui les médecins, moi je pense qu'il faut dire les chercheurs des grosses pharmacies, ont su synthétiser les molécules et prolonger la vie des hommes. Parce qu'on ne sait pas que les médicaments prolongent nos vies. On est ensemble? Donc celui qui détient la biotechnologie prolonge sa vie, prolonge la vie de son peuple. Et s'il a une vie prolongée, il peut mieux régner, il peut mieux aller au combat, il peut mieux construire, et il peut mieux vendre ses produits par sa technologie. Voilà pourquoi les industries pharmaceutiques sont très très puissantes. On a vu ça pendant le Covid. Et on voit les rapports qui sont produits pendant le Covid par rapport à la biopharma Pfizer, qui a longtemps menti sur les vaccins qui ont pris en quelques mois, qui n'ont pas été efficaces, qui ont tué beaucoup plus de personnes. Donc il faut écouter Didier Raoult pour comprendre un peu cela. Mais bon, c'est pas possible, vous savez qui est Didier Raoult, c'est intéressant. Donc ici on parle de la biotech. Nous entrons maintenant dans la nanotechnologie qui
est là pour la manipulation génétique. Nous, on a la manipulation génétique. Il faut qu'on comprenne. On va envoyer ça. Alors, on parle de la biotechnologie. On parle de la manipulation génétique. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que tous les hommes possèdent ce qu'on appelle en français facile, le biologiste là qui est dans la salle va aller dans mon sens, on contient tous l'ADN. Ok? L'ADN, c'est la constitution de ce que nous sommes. Et dans les ADN, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Français facile. Ok? Et les chromosomes, il y a un binôme qu'on appelle génome. C'est un mélange des gènes et des chromosomes qui est le comportement, la constitution de ce que l'homme est. On a les phénotypes, on a les allèles. Dans toutes ces expressions génétiques, il faut qu'on comprenne que nous, en tant qu'Africains, en quelques mots, pour qu'on puisse comprendre, on va faire un petit cours rapide de génétique, dans le sens de la progression, depuis les millénaires. Alors, pour qu'on puisse comprendre, c'est que les Africains ont des gènes qui ont beaucoup de mélanine, par exemple. On a des mélanine au-dessus de l'épiderme. Ok? Et naturellement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans cette notion épidermique, les génomes et les ADN et le génome ici réagissent à l'environnement. Ok? Donc en fait, ceux qui sont nés en Afrique, qui sont assujettis au soleil, parce que quand le soleil frappe naturellement et qu'on n'est pas protégé de notre peau, naturellement, ce qui se passe, c'est que le sang coagule. Donc pour éviter la coagulation du sang, il y a une sécrétion donc, de ce qu'on appelle la mélanine. La mélanine donc devient une couche noire qui couvre la peau. Voilà pourquoi on est noir. Ouais, on n'est pas noir par hasard. On est noir juste par protection du soleil. Donc forcément quand on monte un peu plus haut à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud, il y a de moins en moins de rayonnement du soleil. Naturellement, ceux qui ont commencé à migrer de l'Afrique vers le nord du monde, les gènes ont commencé à faire ce qu'on appelle la mutation génétique. La mutation génétique est sur d'autres formes. La première forme de mutation génétique, on ensemble, c'est rapide, je ne vais pas entendre, c'est pas content. La première forme de mutation, la première forme de mutation génétique, c'est une mutation due à l'environnement. Right? C'est-à-dire, l'environnement réalise que ton corps surchauffe. L'environnement réalise, les génomes réalisent que ton corps surchauffe. Donc commence à produire et à se muter pour te protéger. Et forcément dans cette protection, on développe ce qu'on appelle la mélanine et moins de kératine. Donc quand on va donc plus à l'hémisphère nord, on a moins besoin de protection. Donc il y a moins de sécrétion de l'eumélanine. Ok? Parce que le soleil qui est moins fort, vous le savez, j'espère, ça produit quelle vitamine? La vitamine D. Alright? Donc dans cette vitamine D là, le corps des gens qui sont un peu plus clairs de peau, alright, ont besoin de vitamine D. Ok? C'est un peu comme ça qu'on appelle la mutation génétique au cours des millénaires. Voilà comment les hommes blancs sont devenus blancs. Parce qu'ils étaient d'abord noirs. C'est la suppression de la mélanine qui rend l'homme de plus en plus clair. Mais il y a des mutations génétiques chez les noirs. Parce qu'on a deux formes de mutation génétique. On a l'albinos, qui est une mutation génétique. On a aussi les hommes qui sont clairs de peau, mais qui sont noirs. Donc la sécrétion de mélanine est un peu moins que la sécrétion de mélanine de ceux qui sont plus noirs. Ce qui est un peu bizarre, c'est quoi? C'est qu'on réalise que la plupart des filles veulent être blanches. Elles ne savent pas que c'est détruire tes gènes. Parce que quand tu détruis la mélanine, tu détruis le côté génétique. Et forcément, ces produits peuvent absolument te donner ce qu'on appelle une malformation génétique, qu'on appelle généralement un cancer.
Bon, on n'est pas dessus. C'est une petite notion génétique. On est ensemble. Donc les mutations génétiques, au cours des millénaires, ont amélioré. Quand on parle peut-être de l'Afrique centrale, on est ensemble, on se pose la question, il fait extrêmement chaud en Afrique centrale. On est ensemble. On est dans la forêt. Voilà pourquoi les gens de l'Afrique centrale sont un peu plus petits de taille. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Et donc, la convection de la chaleur du corps a besoin de passer par un corps petit que d'un corps grand pour réchauffer. Voilà pourquoi quand on va un peu plus vers les montagnes du Kenya, les gens sont un peu plus élancés à cause du facteur hypoxique, c'est-à-dire l'oxygène sur les montagnes, et aussi le facteur du fait qu'il fait un peu frais vers les hauteurs. Et pour irriguer le corps, un corps, il faut qu'il soit un peu plus long. Voilà pourquoi en Europe, il y a des gens un peu plus grands vers le nord de l'Europe, les gens qui sont un peu plus courts vers le sud de l'Europe. C'est une mutation génétique progressive. On est ensemble et on va, excusez-moi, ça va peut-être déranger ce que je vais dire, quand on va aujourd'hui dans l'Afrique de l'Est, c'est ceux qui sont habitués à aller sur les montagnes. Donc ils ne peuvent pas avoir le même bassin que nous. Donc génétiquement, parce qu'ils montent trop sur les montagnes, ils ont un bassin plus large. Mais quand ils sont des descentes, les filles d'Afrique du Sud, Kenya, ils ont des bassins larges par rapport à un bassin petit. Et nous, on a les mains assez courtes. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour cueillir. Parce qu'on a des forêts. Eux, ils ont besoin d'aller dans les montagnes. Donc leurs mains sont un peu plus longues. Donc il y a des mutations génétiques au cours des millénaires à cause de notre environnement. On a ça? Ça, on appelle les mutations génétiques. Ok? Voilà pourquoi on dit que l'homme évolue par rapport à son environnement. Et on peut aussi constater ça au niveau de nos narines. Les leucodèmes ont les narines plus allongées. Ok? Pourquoi? Parce que le froid entre dans la cage nasale et doit passer par un processus de refroidissement pour réchauffer tout le corps. Nous, on a des narines assez paraboliques parce qu'il fait extrêmement chaud pour la dilatation. On peut aussi voir ça au niveau de la lactose ou du lait. On est ensemble. Les bédouins qui sont dans les régions désertiques, eux, ils ont des vaches, des chèvres. Donc, eux, ils boivent beaucoup plus de lait que nous. Parce qu'ils n'ont pas d'eau, mais ils ont les chèvres, les vaches et les chameaux qui produisent du lait, qui sont un moyen de s'abreuver d'eau. On est ensemble? Donc, naturellement, ils ont une tolérance au lactose que nous n'avons pas. Vous allez comprendre qu'à partir de 35-40 ans, ceux de l'Afrique du Sud ne tolèrent pas trop le lait. Ça fait mal au ventre. Ça fait des indigestions. Ce n'est pas le sorcier qu'on a envoyé. Et quand tu bois du lait, tu n'as plus le lactose pour digérer le lait. Mais il y a des peuples en Afrique, des Bédouins, des Touaregs, et surtout en Europe du Nord, parce qu'ils boivent beaucoup de lait. Les génomes se sont développés pour muter, pour faire en sorte que les enfants tolèrent le lait. Parce que quand on a un enfant, on a le lactose dans le corps. Ça digère très vite le lait pour que tu grandisses. Ok? Mais le fur et à mesure où tu grandis, l'intolérance au lactose devient un peu plus fréquente. Tu vois, en fait, je prends beaucoup d'exemples pour montrer à quel point certaines personnes qui mangent peut-être beaucoup de fruits, certaines personnes qui mangent peut-être beaucoup de plantes ou beaucoup d'animaux, progressivement, à travers les siècles, évoluent. La seule évolution, quand tu écoutes les biologistes, qui est un peu étrange, c'est l'évolution des îles Samoa. Parce qu'en fait, les îles Samoa, c'est une île dans le Pacifique pour lesquelles il y a des personnes qui sont assez obèses. Ok? C'est une anomalie génétique aussi. Les anomalies génétiques existent. Les anomalies génétiques aujourd'hui causent des enfants qui peuvent avoir des atrophies au niveau des bras, peuvent avoir des anomalies au niveau des yeux, peuvent avoir des cancers qui viennent, les cancers des maladies étranges qui se transmettent de génome en génome. C'est important de connaître la génétique. Je pense que c'est là où l'Église, les serviteurs devaient un peu plus poser l'œil, qu'on puisse connaître notre patrimoine génétique pour comprendre les maladies qu'on peut avoir par transmission génétique ou par transmutation génétique. Je dis ça parce qu'en fait, depuis les années 1800, les scientifiques japonais ont pu développer une nouvelle technologie de transmutation génétique depuis l'embryon pour aujourd'hui déterminer si tu veux un enfant avec les yeux bleus, avec les cheveux blonds, intelligent ou pas intelligent. On se comprend, on est déjà à ce niveau-là. Il y a des Japonais qui ont été sanctionnés il y a 2 ans parce qu'ils ont fait une manipulation génétique pour que les enfants ne puissent jamais avoir le sida. Ils ont été sanctionnés par l'OMS. On est ensemble?
Juste pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on va dans les extrêmes de la biotechnologie pour prolonger la vie. Parce que là maintenant où les gens réfléchissent, c'est d'avoir les bébés parfaits. Un bébé qui a les yeux blancs, il est beau, il est grand, il est musclé, il est génie. Parce qu'on peut transformer et réhabiliter et combiner les différentes formes de gènes pour rendre un homme parfait. Ok? Ça se fait déjà. C'était d'abord une notion darwinienne, parce que vous savez savoir ce qu'on appelle la sélection naturelle. Enfin, la réalité, c'est que la sélection naturelle existe. La sélection naturelle positive, la sélection naturelle négative. On va poser des questions après, je vais expliquer rapidement. Ok? La sélection naturelle positive, c'est quoi? C'est que dans la région de l'Afrique centrale, on n'a pas besoin d'être très grand de taille. Même pour un pygmée. Donc la sélection naturelle te montre qu'on n'a pas besoin de monter aux arbres très hauts, on a besoin de cueillir, on n'a pas besoin d'être très grand pour prendre un fruit. Donc la sélection naturelle fait en sorte que, positive, fait en sorte que les gènes vont plus migrer vers ce qui avantage l'environnement. Ok? La sélection naturelle négative, c'est les maladies. C'est-à-dire, en fait, tu peux sortir avec beaucoup de maladies dans ton corps. Bon, rapidement. Donc ici, si on revient sur ce que je veux dire, sur la biotechnologie, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui en passe de développer des mutations génétiques qui ont le but de prolonger la vie, qui ont le but de créer des hommes machines, qui ont le but de créer des hommes machines, qui n'éprouvent pas la douleur, qui n'éprouvent pas l'empathie, qui n'éprouvent pas la peur. C'est vrai, ça fait Terminator, mais c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des parents aujourd'hui qui le font. Les parents en Californie le font. Ils partent voir des médecins et on traficote les gènes pour avoir un bébé in vitro. Parfait. Forcément en classe, il sera le premier de la classe. Il aura le physique parfait. Il aura la voix parfaite. Il aura les pieds arqués. En fait, ici, on va très loin. Mais là où le problème se pose ici dans notre petite discussion, c'est que, imaginez-vous, les Américains le font dans les batailles. On injecte des sérums pour qu'ils puissent être vifs, vigoureux. Ils bataillent, les armées le font, pour qu'ils soient efficaces, efficients à la bataille. Ils le font. Je vais parler de l'armée tout à l'heure, pour conclure la technologie spirituelle. Mais ici, là où on va très loin, c'est qu'est-ce qu'on veut faire des hommes? Qu'est-ce que les Japonais et les Italiens veulent faire des hommes à travers la transmutation génétique? Qu'est-ce qu'ils veulent faire des hommes? Parce que je vais expliquer une expression visuelle que j'ai vue, qu'on m'a donné, mais il faut d'abord expliquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on peut transmettre des gènes à un embryon, pour qu'il puisse être à l'image du code génétique. Pour le code génétique, ACGT. On peut créer des allèles pour créer l'homme ou la femme parfaite. Et cet homme et cette femme parfaite devient industrialisable. C'est qu'en fait, on peut l'utiliser dans l'industrie pour une meilleure productivité. En fait, on peut le rendre identique à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, c'est une transmutation génétique artificielle qui rend un homme plus puissant que les autres hommes. Il y a des bébés qui existent comme ça. Je n'ai pas dit que c'est le bébé laboratoire. Je dis bien, on prend les gènes. Ok, je prends l'exemple. On prend les gènes d'Einstein. On prend les gènes peut-être d'une autre scientifique. On essaie de voir le corps, on essaie de transmuter pour avoir les gènes parfaits. Ils sont là, très intelligents, ils sont vigoureux, ils sortent de là, il n'aura jamais de cancer, il n'aura jamais de problème des yeux, il sera parfait. Voilà ce que les hommes sont prêts à faire. Ils le font aujourd'hui. C'est déjà faisable. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu peux choisir quel enfant tu veux. Tu veux qu'il ait les yeux bleus, il aura les yeux bleus. Tu veux qu'il soit arqué, il sera arqué. Tu veux qu'il soit très intelligent, il sera intelligent. Et quel parent voudrait que son enfant soit bête? Si la bêtise existe. Quel parent ne voudrait pas que ses enfants aient les cheveux curl, les yeux de chat? Parce que quand on voit les jumeaux aujourd'hui, okay, on a comprendre ce que c'est qu'un jumeau. Okay, et comprendre qu'à travers ces mutations génétiques, on peut produire des jumeaux.
identiques, mais qui sont des guerriers. Parce que c'est là où mais les sont à la forme des canins. Les canins. Okay? Les armées, des hommes qui reçoivent des mutations génétiques pour être efficaces sur le terrain. Vous savez, quand vous allez dans les îles, la Polynésie, comme je disais tout à l'heure, les îles Samoa, vous allez réaliser que quand vous partez là-bas, c'est les îles qui flottent sur les eaux. Ok? En fait, on construit des maisons sur les eaux. Mais va t'asseoir avec cet enfant, faites une plongée. Ok? Lui va peut-être faire 15 minutes dans l'eau. Sous l'eau, ça ne va pas faire 1 minute. Mais c'est un gamin, il peut faire 10 minutes sous l'eau. Ils sont là, tu es fatigué. Ok? Parce qu'il y a une mutation génétique, parce que son environnement l'a appris à s'adapter. Le fait qu'il vit sous l'eau, il pêche sans équipement. À 15 mètres, 10 mètres, ils peuvent entrer. Donc tu es là, aide-moi, eux ils sont, parce qu'en fait, on appelle ça époxy. En fait, le sang demande moins d'oxygène. Et donc forcément, on prend les gènes là, on fait une transmutation, ça devient non parfait. Tu l'envoies au combat, il reste dans l'eau comme tes peaux. Ah, c'était le film là. Comme Jacques Madame, il est dans l'eau, il sort comme ça doucement. Alors que c'est à l'eau profonde, on peut sortir comme ça doucement. Mais en fait, la science-fiction, c'est la réalité en fait. On se rend plus vers les hommes soldats très puissants qui seront prêts à combattre sans vouloir. C'est que tu tires, pam, 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 pam. Il te regarde. Son chien d'argent. Il continue. Il continue à faire son combat. Tu fais, c'est pas la sorcellerie. C'est qu'il y a une mutation génétique pour prolonger la vie. Les instituts pharmaceutiques sont en train d'investir des milliards de francs pour générer des scientifiques, des biologistes qui poussent la transgénétique de plus en plus haut. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le raffia. C'est qu'en fait, on produit du raffia. On produit la Nivac. Vous savez, celui qui a l'armée la plus puissante, qui envoie 10 000 soldats au front, et que personne ne meurt, il gagne la bataille. Ils sont ensemble. Je recommence à proposer comme ça. Quelqu'un qui envoie 1000 soldats ici à Douala pour vous terrasser, tu dis pam pam pam, il bouge pas, pam pam pam, il bouge pas, pam pam, il te tue. Il gagne la bataille. Parce que lui il te dit, il faudra que tu vas tomber. Donc cette mutation génétique devient de plus en plus sérieuse. Il y a des sanctions, mais il y a des laboratoires qu'on ne nous dit pas, pour lesquels ils travaillent nuit et jour pour prolonger la vie des oligarques. Et en fait, dès qu'on passe la technologie de la prolongation de la vie, ça devient maintenant on achète son marché. Vous savez une chose en conclusion par rapport à ça, par rapport à la biotech. Parce que je donnerai une vision par rapport à cela, c'est le fait que les inventions sont toujours attribuées à l'armée. On a ça? Toutes les inventions depuis vraiment le 15e siècle sont attribuées à l'armée. La puissance ottomane, la puissance anglaise, française ou américaine aujourd'hui, sont données à l'armée. C'est eux qui ont découvert la plupart, développé la plupart des machines que nous utilisons aujourd'hui. C'est d'abord l'armée. Laissons le génie civil camerounais. Laissons le génie civil camerounais. Mais je dis, l'armée aujourd'hui, l'armée, c'est ceux qui investissent le plus d'argent pour développer les technologies. On appelle ça quoi? La destruction de masse. Parce qu'en fait, à travers la découverte d'Einstein, la théorie de relativité, ou bien de l'énergie, mettons ça ici, on a pu découvrir la bombe atomique. La bombe atomique, le but n'était pas de tuer les gens, le but était autre. Aujourd'hui, l'armée est derrière la plupart des découvertes. La plupart des découvertes, que si on met ça, si on met cette découverte pour l'évolution de la population sera meilleure. On remet le journal, je parlais de l'Ukraine tout à l'heure. Et les États-Unis. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire par la biotechnologie? Aujourd'hui, nous sommes à la course à la manipulation génétique. Ce n'est plus une fiction des années 60. Ce n'est plus les films de Jules Verne, les écritures de Jules Verne. Aujourd'hui, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que voilà ce que le service annonce. C'est là où je vais atterrir. En 2010, en 2020, juin 2026,
l'ange le transporte dans un futur très proche. Il montre deux figures scientifiques qui sont dans la biotech. Mais ces deux figures scientifiques qui sont dans la biotech auront utilisé cette transmutation génétique, c'est-à-dire cette transformation génétique, cette mutation des gènes, les génomes, pour prolonger la vie, mais à travers les dermes. C'est-à-dire en fait, ils vont trouver un procédé à travers les gènes qui se trouvent en dessous des dermes pour prolonger la vie. Et au départ, c'est une très bonne chose. On se comprend? Pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce qu'il y a le bon côté et le mauvais côté. Imagine-toi des enfants qui sont atteints de cancer. Imagine-toi des enfants qui sont atteints de maladies incurables. Ce procédé va prolonger la vie. Est-ce qu'on entend? On se comprend? Parce que normalement, pas seulement ça du mauvais côté. C'est qu'en fait, les personnes qui sont atteintes de maladies incurables depuis leur bas âge, depuis qu'ils sont bébés, cette transmutation génétique, cette transformation génétique vont automatiquement apporter une prolongation de la vie. Bon, je peux que ça soit clair. Parce que le but de cette découverte, on se comprend. Dans la création, comme je dis toujours, il donne l'intelligence pour que nous puissions être optimisés. Voilà pourquoi il y a les médicaments. Tu imagines les médicaments du XVIIe siècle, on ne prenait pas ça, on prenait les feuilles. Aujourd'hui, on a habitué à prendre les médicaments. Mais cette transformation génétique faut beaucoup améliorer. Parce qu'en fait, il faut savoir, l'environnement transforme le côté génétique. Les relations entre les peuples transforment le côté génétique. La nutrition, les choses qu'on mange, qu'on boit, transforment le côté génétique. Donc, cette découverte par ces Italiens-là, ces Italiennes, ces deux femmes, qui vont le découvrir, ça va apporter une avancée technologique très très forte. Très bien pour les malades. En fait, tu imagines des gens qui ont des maladies incurables, qui vont pouvoir avoir une vie normale, ou plus ou moins normalisée. C'est une belle découverte. Mais le problème dans cette découverte, c'est qu'est-ce que les biopharmacies vont faire? Qu'est-ce que les entreprises pharmaceutiques vont faire? Qu'est-ce que les gouvernements vont faire de cette innovation génétique? C'est ça donc le problème dont l'ange demande de faire attention. Parce que moi, quand il me le dit il y a 4 ans, ça fait 4 ans, nous sommes en 2004 aujourd'hui, moi je prends sur le côté de l'avertissement. Je ne prends pas le côté de la bonne chose que ça fera. Parce qu'après, ils auront un prix Nobel. Ces Italiens-là, ou ces Européens, c'est les Italiens. Ça n'a pas encore changé. Ils auront un prix Nobel. Elles vont découvrir des choses qui vont absolument changer la face du monde. Parce qu'il faut savoir, les aliments et les mélanges chimiques aujourd'hui tuent plus les hommes. Ce qu'on mange nous tue. Là où on dort nous tue. Ce qu'on boit à l'oreille nous tue. Ce qu'on porte nous tue. On est dans la société d'optimisation aujourd'hui. Et forcément, cette découverte va apporter une évolution majeure. C'est pas important de le dire. Mais le problème dans toute découverte, c'est qu'est-ce qu'en font les gouvernements? Qu'est-ce qu'en font les personnels? Parce que les gens ne vont pas vouloir mourir. Voilà pourquoi, dans cette expression, il était dit clairement, je m'arrête là, qui ne dépasseront pas 40 ans. Donc en fait, ce système génétique ne va pas pouvoir dépasser 40 ans de vie. Je ne comprends pas encore tout. On se comprend? Je comprendrai le moment venu. Mais ça veut dire, quand ils feront cette transmutation génétique pour un enfant, ça ne va pas dépasser les 40 ans. Donc s'il a un an, il va atteindre 41 ans. On se comprend? Ça ne va pas dépasser cela. Parce que c'est l'expression, ça ne dépassera pas 40 ans. C'est ce que l'ange disait. C'est important donc de voir à quel point on pourrait ajouter 40 ans de vie. Ce n'est pas l'histoire de Moïse. Okay? Mais je dis, on pourrait ajouter 40 ans de vie à l'humain à travers ces transformations génétiques. C'est le mauvais côté. Qu'est-ce que l'armée fera de ça dans les guerres? Si tu as ce type de gène là, il y aura simplement dans les hommes des nids biologiques, des nids métalliques et des nids génétiques. Moitié génétique, moitié métallique. Et on va entrer donc dans l'âge vraiment pour lequel je vais prendre la semaine prochaine, c'est-à-dire l'âge électronique qui va absolument être la transition entre les hommes et les machines. Ça va être la semaine prochaine. La transition entre les hommes et les machines. Je dis bien,
Le problème dans ça, c'est que la dame qui a écrit, parce que j'ai découvert ça il y a quelques semaines, la dame qui a écrit Terminator, et la dame qui a écrit la Matrix, elle avait sa vision des choses. C'est une fille, c'est une dame, c'est noire, qui a écrit la Matrix et Terminator. Et elle prend ça dans le sens de la religion, Jésus-Christ, c'est Néo, etc. Mais son imagination n'est pas une imagination. Parce qu'aujourd'hui, on a ce type de réflexion et qui se réalise là progressivement. Vous savez, comme je l'ai dit, un génie est incompris. Un génie est incompris. Mais c'est parce que tu es incompris que tu es un génie. Right? Les découvertes peuvent apporter beaucoup de bonnes choses. Mais ce n'est pas toute découverte qui apporte de bonnes choses. La réalité ici, c'est que le téléphone que nous utilisons aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'ont pas accepté au départ. Moi, je parle de téléphone là, quand les gens là, aujourd'hui sont là. Ok? Parce qu'en fait, on vit au cours de notre temps. Et les transmutations génétiques, les transformations du génome vont faire partie de notre vie de demain. Comme je dis encore, si on remonte il y a 150 ans, on n'avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui. Les pharmacies, enfin, les entreprises biopharmaciques ont pu développer le côté synthétique, faire des synthèses des molécules pour avoir les médicaments à grande échelle. Donc nous entrons dans l'ère de la biotechnologie, la transformation génétique. On ne peut pas lutter contre ça. On ne lutte pas contre l'avancée technologique. Parce que nous sommes dans un monde pour lequel l'évolution, on ne lutte pas contre l'évolution. Mais on doit lutter contre les dérives de l'évolution. C'est ça dont la but. Donc celui qui a dans cette technologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il sera immensément riche. Parce que c'est lui qui connaîtra comment coder les gènes pour être milliardaire. Qu'est-ce que nous avons fait dans notre jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'on pousse nos jeunes à être des biologistes, à être des généticiens? Ou on pousse nos jeunes à aller à Kaji Sport Academy? C'est ça le problème. Vous savez, on m'a envoyé un beau rapport hier, la personne m'entend très bien. Les 3 pays qui produisent le plus d'ingénieurs au monde. Troisième pays, c'est l'Iran. Vous ne pouvez pas savoir, c'est l'Iran. L'Iran fabrique des centaines de milliers d'ingénieurs par an. L'Iran, que vous insultez là, les Iraniens ont plus d'ingénieurs dans toute catégorie que les autres peuples. Deuxième pays, les États-Unis produisent le plus d'ingénieurs dans toutes les catégories. Troisième, vous n'imaginez pas qui? Cameroun. La Russie. La Russie, c'est la première nation. Quand on parle là, vous étiez serré là, le Cameroun. On fait le plus de femmes, on fait le plus de femmes. On a le plus de femmes de Syrie. Non, c'est la Russie. La Russie, c'est le premier pays qui fabrique le plus d'ingénieurs sur Terre. Et on se pose la question pourquoi c'est que toutes les technologies au monde. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on puisse connaître la géopolitique des intelligences. Parce qu'un homme intelligent, c'est celui qui aime chercher, c'est celui qui est curieux, c'est celui qui veut apprendre, c'est celui qui ne se limite pas à ce qu'il voit. Il fait l'effort, il fait une introspection de tout ce qui est l'entour. Il n'est pas limité par rapport à quelque chose. Il n'arrête pas ses limites visuelles ou ses limites auditives. Il va au-delà de ce qu'il pense. Et c'est un fou. Il faut beaucoup. Parce que je dis que l'homme intelligent est différent de l'homme qui est un génie, comme j'ai expliqué sur le petit texte. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand je parle de génie ici, ce n'est pas une question de génie mathématique. Parce que quand on parle de génie, on parle toujours de mathématiques. C'est ça la subtilité. Quand on dit tu es un génie, on parle toujours de mathématiques. Mathématiques, c'est une branche, c'est une petite branche dans toutes les branches de l'arbre. Tu peux être un génie en plein de choses. Tu peux être un génie dans la charpenterie, tu peux être un génie dans la couture, tu peux être un génie dans la cuisine. Parce qu'en fait, un génie, c'est que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu arrives à résoudre les problèmes que les autres ne voient pas. Imagine-toi que tu vas chez une couturière. Tu ne vois pas, elle voit ce que tu ne vois pas. Je vais couper ça comme ça, regarde la magie. Tu as vu ça comment? C'est que c'est le génie. On se comprend? Tu imagines quand tu fais fuir les plantains. C'est pas assez doué. Tu enlèves le plantain là,
ils font quelque chose que ça devient doré, croustillant. C'est le génie. En fait, c'est qu'en fait, nous, on prend tout le génie pour les mathématiques. Right? Il y a des gens qui ont du génie ici. Mais quand le génie n'est pas exploité, ça devient du maléfice. Il faut qu'on puisse, que le Cameroun et les Camerounais puissent développer. Parce qu'on parle de génie civil, génie militaire. Qu'est-ce que nos génies militaires font au Cameroun, à part construire? Comment on peut discuter des génies que nous considérons en fait, comme je disais plus tôt, tous les pays du monde, c'est leurs armées qui font les plus grosses découvertes. Parce qu'on met à disposition des scientifiques autour d'eux, on développe ces scientifiques pour qu'ils puissent développer le pays, développer l'armement. Ok? Mais nous, on a un pays magnifique pour lequel on a des génies, mais qui ne servent à rien. Bon, la question qu'on se pose, c'est pour nos génies, qu'est-ce qu'ils génisent? Qu'est-ce qui les rend? Quelle est leur vision qu'ils font que les autres ne peuvent pas faire? Rien. Je suis désolé de le dire, en fait. Ce n'est pas comme si on manque de génie. C'est qu'on n'applique pas le génie. Est-ce qu'on a le boxing au Cameroun? Est-ce qu'on a des alliages qu'on peut faire au Cameroun? Est-ce qu'on peut créer des voitures blindées? Est-ce qu'on peut faire des balles? Est-ce qu'on peut créer des armes? Ça, c'est le génie. Mais on ne le fait pas. On ne peut pas dire que c'est le génie militaire. Ce n'est pas ça. En fait, c'est ça le problème. Je dis, c'est. Voilà là où mon autre limitation. C'est qu'on prend le nom, on prend ce que les autres personnes appellent comme nom. Vous savez ce que le génie militaire français fait? Vous savez le nombre de porte-avions qu'ils font, le nombre de navires qu'ils font, le nombre d'avions qu'ils font. Ils le font. Nous, n'ont pas acheté chez leur génie, et on s'appelle génie. On appelle ça, c'est pas génie militaire, c'est copie militaire. C'est ça le problème. Il faut tirer les choses froidement, hein, pour que ça puisse apporter l'évolution. Quelqu'un d'intelligent ne refuse pas les critiques. Ok? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la biotechnologie spirituelle, géopolitique, spirituelle.